C'est bon ? On peut commencer ? Ok. Et ben du coup, on va commencer cette dernière conférence. Merci à tous pour votre participation donc à Career Match aujourd'hui organisé par Exange. Moi, je m'appelle Pauline. Je m'occupe du support aux entrepreneurs financé par Exange, donc il y a un fonds d'investissement en early stage. Aujourd'hui, on est là pour parler donc plan de carrière en start-up avec 3 intervenants que je vais laisser se présenter. Andrea, peut-être tu veux commencer ? Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Andrea, je suis DRH de chez Lifeease. Lifeease qui est une start-up dans la medtech. On conçoit et produit un défibrillateur connecté made in France. Le tout couplé à une offre de formation au secourisme et aux gestes qui sauvent. Notre marché aujourd'hui s'adresse à la fois au B2C, au B2B et on est en pleine ouverture à l'international, notamment en Europe. On fait dans l'ordre du coup ? Oui, allons-y. Moi, c'est Charlotte. Du coup, je travaille chez Skello depuis 3 ans et je suis Talent Acquisition Manager. Donc, principalement sur le recrutement des profils commerciaux, grands comptes et mass mid-market dans le jargon du milieu. Et Skello, si vous ne connaissez pas, c'est une solution de pilotage RH à destination des professionnels et des commerçants qui ont des plannings complexes à gérer. Donc, secteur de l'hôtellerie, restauration, santé. Principalement pour le moment, et on est aussi en train de s'internationaliser puisqu'on est lancé en Suisse, Belgique, Allemagne et Espagne pour le moment. Donc pas mal d'enjeux aussi de ce côté-là. Et donc Calixte, probablement le plus vieux, ça fait presque 20 ans que je travaille en RH, au début dans l'industrie et depuis pas tout à fait 10 ans dans les startups. Je suis passé par des marques que certains d'entre vous connaissent, TripAdvisor, La Fourchette notamment, Brigade plus récemment, et on m'a donné l'opportunité il y a 1 an de monter ma propre boîte qui s'appelle Avisio Résidence et qui recrute des experts métiers seniors, à la fois recruteurs et DRH, pour accompagner les startups dans leur croissance. C'est une forme de collectif. On est presque 25 maintenant, majoritairement des DRH, une quinzaine de DRH. Et voilà, que dire d'autre ? On a fait on a accompagné une cinquantaine de clients en 1 an. Super, merci. Alors, la question qui est posée par cette conférence, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on rejoint une start-up ? Est-ce qu'on peut évoluer ? Parce qu'on imagine souvent des structures assez petites, finalement, où on va peut-être avoir un même job. Donc, première question, est-ce qu'on peut évoluer en start-up ? Oui, je pense qu'on a tous la même réponse à cette question-là. Oui, alors il y a plein d'évolutions possibles et différentes, je pense, en fonction des métiers, en fonction des parcours des personnes aussi. Et il y a que ce soit des mobilités horizontales, verticales, même géographiques aujourd'hui, c'est de par parfois l'internationalisation, c'est des choses qui existent et qui sont vachement promues effectivement aussi par différents moyens. Et oui, c'est quelque chose qui est carrément poussé, en tout cas, que ce soit des profils juniors, seniors, qui ont aussi des ambitions d'évolution, quoi. Est-ce que vous avez des exemples de comment ça se traduit justement ? Ouais, carrément. Et je pense que c'est l'écosystème où on évolue le plus rapidement, peut-être avec les métiers de l'artisanat. Mais en dehors d'autres écosystèmes à part, il y a des personnes qui sont capables de prendre des responsabilités de head-off en 2-3 ans et d'être directeur à 27, 28, 29 ans. Donc des cas fulgurantes. J'insiste juste sur le fait que comme la structure grandit très vite, il y a beaucoup de postes qui se créent et inévitablement on va se spécialiser. C'est souvent l'exemple de l'office manager qui est une des premières salariées non productives à rejoindre l'entreprise. Et à force de grandir, on va lui demander de se spécialiser dans un sens ou dans l'autre, en étant comptable, gestionnaire paye, assistante RH, recruteuse. Et donc souvent évoluer, c'est choisir, c'est renoncer. Donc il faut aussi choisir et réfléchir là où on veut évoluer et comment faire pour y arriver. Est-ce qu'Andrea, tu as des exemples du coup chez Lifeease ? Oui, j'en ai. Chez nous, il y a pas mal de personnes. On a encore une petite structure. On est 45 à l'heure actuelle. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées en stage de fin d'études il y a quelques années maintenant, mais qui, effectivement, 3-4 ans plus tard, se retrouvent en train de manager des pôles, manager des équipes. Donc, effectivement, c'est des grosses évolutions. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disaient mes confrères, je pense que
en tout cas, la vision que j'en ai, tant qu'on est curieux, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'on a envie de prendre de la place, et surtout pour des boîtes qui se créent avec des gros challenges, etc. à venir, toutes les portes sont ouvertes et on peut vraiment faire son petit nid dans une start-up qui se lance avec des grosses ambitions, quoi. Et justement, alors là, tu parlais un peu du comportement qu'il faut avoir. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Comment il faut agir? Comment il faut se comporter justement pour pouvoir prendre ces opportunités? Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Alors, je vais parler en mon nom individuel. En tout cas, ce qu'on peut apprécier chez LifeEase, c'est des personnes qui ont justement pas peur de prendre des projets, de prendre des responsabilités, d'avoir un peu cette vision du test and learn, c'est-à-dire que parfois l'apprentissage, ça va juste être que c'était pas la bonne manière de faire. C'est pas forcément ça qui est grave ou qui va empêcher une évolution de carrière. C'est plus l'envie, de se positionner sur des problématiques, de prendre un peu sous son aile un projet ou une mission, d'essayer d'aller tester, de le prouver ou pas, et toujours de se montrer curieux pour le bien-être de la boîte et pour la croissance de la boîte. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire sa place. Vous voulez compléter, Calix? Ouais, carrément. Moi, je suis totalement d'accord sur le côté envie. Il y a aussi le côté, je pense, un petit peu fonctionnement, en tout cas chez Skello, méritocratique. C'est-à-dire que nous, on fonctionne beaucoup avec des objectifs qu'on se fixe au trimestre par équipe. Et globalement, en fait, si aujourd'hui tu réussis tes objectifs, si tu les dépasses, il n'y a aucune raison qu'on ne te fasse pas évoluer en fait en interne. Donc nous, on a mis en place des carrières passes qui permettent justement de bien suivre l'évolution des collaborateurs et d'avoir des objectifs fixes à atteindre et à dépasser. Et si par exemple sur l'équipe Sales, si sur 3 mois tu atteins ces objectifs-là, tu peux évoluer de step. Donc ça, quand on parle d'évolution de step, c'est d'évolution de champ de mission, d'évolution de salaire aussi. Et donc ça permet vraiment de cadrer les évolutions et de permettre à tout le monde aussi de pouvoir le faire à travers ce qui est mis en place. Donc ça, c'est un des outils qu'on utilise pas mal, nous, en interne, pour qu'on évolue, enfin pour faire évoluer. Et puis après, c'est l'échange aussi, la curiosité, comme tu disais, je pense. Calix, tu veux compléter? Ouais, dur de compléter, tout a été dit. Pour ajouter peut-être que l'évolution, ça se pilote, ça se gère, ça se subit pas. Et donc, il faut expliciter aux personnes en charge, donc le manager ou les RH, qu'on a envie d'évoluer, parce que tout le monde n'a pas envie d'évoluer, il ne faut pas pousser tout le monde à évoluer. Et voir large, l'évolution managériale, elle n'est pas linéaire. L'évolution, en entreprise, elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas seulement devenir le chef du chef du chef. Ça peut être devenir l'expert. Il y a de plus en plus de filières d'expertise qui sont valorisées. Ça peut être l'évolution à l'étranger ou ça peut être l'évolution transverse d'aller dans un autre métier. Et ça se fait de plus en plus et c'est les richesses d'équipe d'avoir des gens qui sont issus d'un écosystème différent. Donc, n'hésitez pas à vous lever et à dire j'ai envie d'évoluer et à choisir là où vous voulez aller, peut-être à faire une sorte de petit, comme le faisait chez Skello les Career Paths, de faire un trajet en disant je suis à tel endroit, j'ai envie d'aller à tel endroit, comment faire pour m'y amener et en quelle durée. Et est-ce que tu as des exemples justement de personnes qui ont changé de métier complètement à l'opposé, peut-être, pour donner Ouais, bien sûr. Je prends souvent dans cet exemple-là une fille formidable que j'avais recrutée chez La Fourchette en tant qu'office manager, qu'elle gérait un bureau de 400 personnes, un budget de 2 millions d'euros, vraie compétence d'office manager. Avant, elle avait été hôtesse de l'air. Avant, elle avait été restauratrice. Donc, elle a fait un peu tout dans sa vie, mais elle avait envie à un moment de se poser, d'être dans une démarche plus long terme, d'accompagner une entreprise dans sa croissance. Et on peut retrouver des compétences similaires à tous ces métiers, restauratrice, hôtesse de l'air ou office manager. C'est la compétence du service, la compétence de la résolution de problèmes et la compétence de la communication. Quand on est enfermé dans un avion avec des gens, il faut être capable de garder son calme, de savoir gérer les personnes, identifier qui va être fouteur de trouve et pas, et qui va être calme. Et c'est pareil en entreprise. Voilà. Et après, il y a le chemin qui est fait très régulièrement, marketing vers sales ou sales vers marketing. Combien de head of sales sont des anciens marketeurs? Et l'inverse est vrai aussi. Et on en trouve beaucoup dans les entreprises. Charlotte, Andrea, est-ce que vous avez des exemples de votre côté qui pourraient illustrer ça? Oui, pareil, il y a pas mal de personnes qui ont bougé de poste, voire bougé de pôle chez LifeEase.
l'idée derrière, c'est vraiment d'écouter ce que veut la personne, peut-être en se lançant sur un métier. Je pense sur des premiers postes, il y a des choses qu'on aime moins. Voilà, on veut toujours être très attentif à ce vers quoi veut aller la personne, les tâches, les missions, les objectifs qui en fait la portent et la motivent au quotidien. En termes d'exemples très concrets, il y a des personnes qui étaient dans l'équipe CSM, donc plutôt Customer Service, qui aujourd'hui sont dans les opérations. Il y a des personnes qui étaient côté produits qui aujourd'hui sont côté sales. Enfin, il y a eu un peu des méli-mélos de tous les côtés. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'épanouissement de chacun et de trouver à quelle place la personne doit être, va être bien et va trouver sa place, en tout cas dans l'entreprise. Et il y a toutes les ouvertures sont en soi possibles. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que justement l'entreprise préfère cultiver ses talents plutôt que quand on ouvre un nouveau poste, est-ce que vous préférez d'abord chercher en interne plutôt que d'aller recruter en externe? Oui, alors ça c'est un super sujet. Moi je trouve qu'effectivement il y a besoin de cadrer justement ça, parce que pour pas faire de favoritisme non plus à l'interne VS à l'externe, je pense qu'il faut qu'il y ait un process très cadré là-dessus justement, de comment candidater en interne et de comment justement évaluer de la même façon un candidat en interne qu'en externe. Donc il y a ce sujet, je trouve, qui est hyper intéressant. Nous, on a effectivement eu des évolutions aussi internes sur des pôles complètement différents. On a eu une évolution, par exemple, d'une personne qui était en sales, qui est passée plutôt sur la partie stratégie de marché et notamment de développement à l'international. On a une personne, on a des évolutions plus classiques de management qui évolue sur la prise d'un pôle par exemple et globalement on a aussi des personnes qui sont arrivées en tant que sales, qui ont évolué plutôt sales ops. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire aussi, mais l'interne il faut l'écouter, il faut le promouvoir et il faut savoir le communiquer de manière globale aussi, je pense, pour que les gens sachent qu'on peut aller justement chercher ça, quoi. Je pense que ça dépend de la culture de l'entreprise. Il y a des boîtes qui vont vraiment favoriser l'évolution interne. Je pense à PrestaShop, une boîte qui est bien connue de Xange, où tous les membres du comité de direction étaient issus du CRI. Alexandre était un ancien de la boîte, donc le CEO était un ancien de la boîte. Aujourd'hui, Eric est un ancien, qui est le nouveau CEO, est un ancien de la boîte. Donc tout le monde évolue. Et à chaque fois qu'il y avait un poste à pourvoir, notre réflexe premier, c'était de se dire qui peut le faire en interne. Et ça, c'est vraiment culturel. Et c'est très facile de voir, si on veut évoluer, avant de rejoindre une boîte, d'aller voir au poste de management quel est le parcours des personnes. À l'inverse, il y a d'autres sociétés, et pour être passé chez La Fourchette, le mindset, c'était d'aller chercher en externe. Là aussi, c'était une histoire de culture. On voulait aller plus vite, plus loin, le fameux scale que tout le monde va chercher. Et on se disait, si on veut aller plus vite, on va aller chercher des compétences en externe, sur un poste au-dessus, plutôt que d'aller former les personnes en interne. Donc, je n'ai pas de réponse à ta question, à part ça dépend des boîtes, comme souvent. Et là, pour le coup, c'est facile de voir la culture des boîtes sur ce sujet-là à l'avance. Et alors, tu parles de culture, mais est-ce que ça dépend aussi du stade de maturité de l'entreprise? Est-ce que, par exemple, une start-up qui démarre, évidemment, on imagine bien qu'elle a beaucoup moins d'évolution à proposer à ses salariés. Je ne suis pas sûr. Je pense que dans toutes les boîtes, on peut retrouver cette différence. Que ce soit une boîte de 30, 40, 50 qui grossit, le PrestaShop, on est sur 100 salariés. C'est 200 quand j'en suis parti, mais c'était vraiment ce mindset de se dire tout le monde cherche un interne. Chez Photobox, 1000 salariés, pareil, c'était beaucoup d'internes. La Fourchette, 1000 salariés, c'était que de l'externe. Donc je suis pas sûr que ce soit une histoire de sizing ou de maturité de la boîte, plus que de culture, voire même de la philosophie et de la façon de penser du fondateur ou du CEO. Ok. Et comment, quand on justement postule à une entreprise, on peut s'assurer de ça? Est-ce qu'il y a des signaux externes qu'il faut capter? Déjà d'aller voir les profils. Je pense d'aller passer du temps sur LinkedIn pour voir dans le comité de direction qui vient de la boîte, qui vient de l'externe, dans les postes de manager qui vient de la boîte, qui vient de l'externe. On peut aussi poser la question où il y a de plus en plus d'entreprises qui communiquent sur leur process interne, ils les mettent en externe, sur est-ce qu'il y a un process sur l'évolution interne. Comment est-ce qu'on fait pour dire j'ai envie de postuler à ce job? Dans les sociétés où il y a des représentants du personnel,
très souvent, le process d'évolution est communiqué parce qu'on veut éviter le favoritisme, le copinage et tout. Donc, le process est formalisé, communiqué, et on sait que pour postuler, il faut lever la main, que tous les postes sont affichés autant en interne qu'en externe, soit qu'il y a une préférence d'un côté et de l'autre, soit qu'il n'y en a pas. Mais c'est des choses qui peuvent à la fois se demander, se découvrir, et qu'il faut bien sûr checker avant de rentrer. Pour compléter un peu, je pense que ce qui est hyper important, c'est la transparence, c'est-à-dire de poser la question en process de recrutement, mais aussi potentiellement quand on est déjà dans la boîte. Voilà, si on voit un poste qui s'ouvre, oser se positionner, oser poser des questions. Si le poste, si la mobilité est pas de suite possible, mais que c'est une orientation qui intéresse, pourquoi pas demander comment je peux aller vers ce poste-là ou ce rôle-là ou ce pôle-là, et être vraiment très transparent, que ce soit avec les cofondateurs, la RH, ou en tout cas les personnes qui peuvent vous épauler et vous accompagner dans ce changement-là, quoi. Et alors du coup, quels sont les outils à disposition d'un collaborateur, par exemple, pour évoluer, pour changer de métier ou pour évoluer en management? Est-ce que vous mettez en place dans vos structures des choses particulières? Ouais. Alors moi je parlais du Career Pass tout à l'heure, donc ça fait partie des outils qu'on utilise justement pour évaluer les évolutions possibles et pour donner de la visibilité aussi sur les évolutions justement qui sont possibles. Tu parlais d'expertise tout à l'heure, de management, donc ça en fait partie aussi. Après nous ce qu'on met en place pour donner de la visibilité, peut-être pas sur une évolution, mais en tout cas pour donner de la vision sur les postes qui existent chez Skello. On a mis en place le That's My Taf. En gros, c'est une heure organisée tous les 2 mois à peu près, et un intervenant qui vient présenter son métier. Sous un format un peu sympa, à 18h un jeudi, où on va y avoir des choses à grignoter, une petite bière, et voilà, on échange, on partage et on apprend ensemble. Donc ça, c'est des petites actions qu'on met en place pour que justement on ait conscience de ce qui existe au quotidien chez Skello, parce que un data engineer, tu sais pas trop ce que c'est avant d'avoir mis le nez dedans, et donc comment le formaliser aux autres. Donc ça, c'est un outil qu'on va mettre en place. Et je pense qu'il y a aussi, nous, ce qu'on a des points trimestriels, one-to-one avec ton manager. Et justement, il y a des questions formalisées sur l'atteinte des objectifs, mais derrière aussi tes plans de carrière, tes plans d'évolution, comment tu te projettes. Et on en discute en fait. Et donc ça formalise vraiment la discussion. Et si c'est pas tout de suite, ça sera peut-être dans 3 mois. Enfin, l'idée, c'est qu'il y a un accompagnement et une réflexion là-dessus qui soit déjà entamée assez tôt pour qu'on puisse libérer la parole, quoi, entre guillemets. Il y a des formations aussi qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous voyez? Formation, bien sûr, mentorat, coaching, enfin tout ce qui a trait de façon large au learning. Pour compléter ce que dit Charlotte, c'est tous les outils en lien avec la gestion des talents ou la gestion des collaborateurs. L'évaluation de la performance est un super outil parce que ça va permettre de savoir qui est surperformant et donc a besoin d'aller chercher des responsabilités supérieures, différentes ou supérieures, et qui est sous-performant et qui a besoin peut-être d'être aussi sur un poste différent. Donc ça, c'est un super outil. Après, on peut tout imaginer. Le plus concret, celui que tu as dit, c'est l'outil de le Career Path, de savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je peux aller, dans quelle direction, quelles sont les compétences que je devrais avoir ou que j'ai aujourd'hui, quelles sont les compétences qui me manquent ou que je souhaiterais obtenir demain. Et là, après, il y a la formation. OK, il me manque telle compétence, comment je fais pour l'acquérir? Et alors, dernière question pour moi. L'évolution salariale aussi. Donc, est-ce que c'est un sujet en start-up? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'on évolue comme dans n'importe quelle entreprise? C'est un sujet partout, non? Voilà. Merci. Alors, en fait, sur l'évolution des salaires, je ne sais pas si la question derrière, c'est en start-up, les salaires sont un peu moins élevés ou ça peut être plus Par difficile, exemple, ou... oui, on peut avoir souvent cette idée qu'en start-up, on est payé au lance-pierre ou voilà, ou on n'évolue pas, par exemple. Est-ce que c'est des choses du coup que vous contrez par certains mécanismes?
Ok. Alors, nous, sur l'évolution salariale, la manière dont on fonctionne en interne, déjà dans nos recrutements, on va toujours demander à la personne qui est en poste ou qui cherche un premier emploi ce qu'elle veut, ce qui peut lui correspondre en termes de niveau de vie et en fait de situation personnelle qui peut lui convenir. Le but, c'est qu'en interne, on ait une politique salariale qui soit assez cohérente, assez fluide. Sur l'évolution à terme, on a mis en place effectivement les entretiens annuels, les évolutions de carrière, etc. Il y a toujours des évolutions et des augmentations qui sont prévues pour les personnes qui ont rempli leurs objectifs, qui sont motivées par la boîte, qui se projettent, avec qui aussi nous on veut se projeter, avec l'idée que ça soit jamais une frustration. Un départ d'un bon salarié à cause d'un salaire. Bon salarié, c'est un peu dur, je suis désolée. C'est en tout cas une déception le côté de la personne et du côté de l'entreprise. Donc vraiment, l'idée, c'est encore de trouver le juste milieu à ce qui conviendra à la personne, ce qui est aussi logique par rapport à la boîte et par rapport aux politiques salariales en interne. Je ne sais pas si je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est la richesse des débats. Alors déjà, comme toi, je pense que l'argent devrait pas être un sujet. Ça l'est malheureusement, mais ça devrait pas être un sujet. On devrait être capable de parler rémunération sans barrière et sans filtre en entreprise auprès des RH, auprès de son manager. C'est pas encore le cas. En start-up, c'est probablement meilleur la parole libérée sur l'argent que dans d'autres écosystèmes. En start-up aussi, on est mieux payé que dans d'autres écosystèmes jusqu'à un certain niveau. Les premiers postes sont plus élevés, les postes mid-management sont plus élevés, le top management est moins élevé. Beaucoup de top managers quittent l'écosystème startup pour aller dans des grands groupes pour aller chercher des rémunérations qui n'existent pas dans les startups. Quand on parle rémunération, il faut bien mettre tout dans la balance, et notamment l'évolution. De changer de poste tous les 6-12 mois, ce n'est pas possible dans les grands groupes, c'est possible dans les startups, ça fait partie de la rémunération. C'est aussi une contrepartie des désavantages de la startup. Le fait de pouvoir se retrouver sans emploi du jour au lendemain parce que la startup n'a pas fonctionné, effectivement, ça fait partie de l'écosystème startup. Le fait d'avoir de la désorganisation, d'avoir plus de pression, plus de stress, et ça fait partie aussi de la rémunération. Voilà. Je pense que... Et c'est lié souvent aux carrière pass d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais y revenir aux carrière pass, mais ça permet de cadrer la rémunération et les évolutions salariales du coup. Pour bien comprendre, en fait, à chaque niveau, tu évolues. Vous avez une évolution salariale associée. C'est ça. Ou pas. Je suis le relou de l'histoire. Ça peut arriver de passer des caps sans avoir d'évolution de salaire. Si on a des changements géographiques, par exemple, ou si on a d'autres changements, de changer d'équipe, de passer du marketing au sales, on peut ne pas changer de salaire, voire avoir même son salaire diminué. Donc dans 99% des cas, quand on évolue, c'est vers le haut ou vers l'expertise, donc inévitablement il y a de la rémunération associée, mais je ne suis pas très fan du lien direct entre évolution égale changement de salaire. L'évolution peut juste être un changement de poste, et donc avec un salaire identique, si la grille existe, si la carrière pass existe. Voilà, c'est pas souvent le cas. C'est pas tout le temps le cas, pardon. Souvent, mais pas tout le temps. Et tu mentionnais tout à l'heure changer de poste tous les 6-12 mois. À quelle rapidité, finalement, on peut s'attendre à évoluer en start-up? Effectivement, c'est ça? C'est tous les 6-12 mois, tous les 3 mois Dans beaucoup de startups, c'est ça, tous les 6-12 mois, parce qu'une boîte qui passe de 10 salariés à 400 salariés en 3 ans, forcément va avoir beaucoup de trous dans la raquette, et va chercher des compétences, vouloir aller vite, et va plutôt aller chercher en interne qu'en externe. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent head-off en étant rentrés individuel contributeur, en ayant fait manager, senior, directeur, etc. Donc c'est possible 6-12 mois. Il faut être un peu patient, parce que ça peut arriver qu'au bout de 18-24 mois, mais ça reste quand même très rapide, 18-24 mois. Si on fait une évolution tous les 2 ans, ça fait 20 évolutions dans sa carrière ou 25 évolutions dans sa carrière. C'est au bout d'un moment, il n'y a plus rien au-dessus, quoi. Il n'y a qu'un seul Emmanuel Macron ou il n'y a qu'un seul Steve Jobs, je sais ça, mais on ne peut pas toujours évoluer. Donc il faut aussi avoir une certaine patience. Je vais faire mon vieux con, mais j'entends de temps en temps des personnes qui disent « j'ai fait le tour de mon job au bout de 6 mois ». Alors, on ne peut pas avoir fait le tour de son job au bout de 6 mois, c'est pas possible. On peut commencer à s'ennuyer, on peut avoir envie d'autre chose, mais on n'a pas fait le tour de son job au bout de 6 mois. Donc la patience est un peu de mise en matière d'évolution de carrière, et le long terme prévaut toujours sur le court terme.
Quand on change d'entreprise régulièrement, on fait des gaps de salaire réguliers, des gaps d'évolution réguliers. Mais quand on se retrouve à 30 ans, qu'on a fait 10 entreprises différentes, au bout d'un moment, on a besoin de stabilité. L'entreprise va chercher aussi de la stabilité, de la fidélité, de l'engagement. Donc le long terme prévaut. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi et ne pas confondre vitesse et précipitation parce que effectivement, en fait, chacun aussi a son rythme dans l'évolution qu'elle veut avoir et je pense que l'échange est la clé aussi là-dessus, c'est que il y a le côté méritocratique, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a le côté aussi effectivement engagement, parce que si tu es engagé au sein de la structure, tu crois dans le projet, dans le produit, ça montre aussi une certaine envie d'évoluer et d'accompagner l'évolution de la start-up. Et ça, je pense que c'est hyper important et ça permet aussi d'ouvrir des opportunités peut-être plus tard, si aujourd'hui c'est pas le moment, quoi. Donc voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions dans le sens? Oui. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes tous tournés sur l'individu, de l'accompagner, lui proposer, lui dire d'être dans l'échange, etc. Comment vous faites quand même pour, à un moment donné, vous dire de quoi la start-up elle a aussi besoin et pas juste que chaque personne gère son plan de carrière un peu. Alors évidemment, c'est dans les cadres de la start-up, mais ce qui m'interpelle un peu, c'est à quel moment il y a quand même une capitalisation sur l'expertise. Et comme vous le disiez, la personne, elle est bonne pendant 6 mois, pendant 1 an. Elle pense à faire le tour de son job, elle ne l'a pas forcément fait. Et elle n'a pas forcément délivré autant que ce qu'elle pourrait délivrer, parce que quand on arrive et qu'on débarque, on est moins bon que quand on a déjà l'habitude. Et si déjà on est projeté sur un autre poste et qu'on va recruter du coup un novice dans le poste qu'on laisse, parce que c'est un espèce de jeu de chaise musicale, comment on arrive quand même à capitaliser sur l'expérience des gens pour qu'il y ait aussi une notion de progression collective de la start-up. J'aime beaucoup ce que tu dis et là on parle plus de la gestion de carrière individuelle. Donc c'est pour ça qu'on a parlé et qu'on a insisté beaucoup là-dessus et qu'on passe pour des gentils parce qu'on pense aux gens. Mais l'élément le plus fort, c'est l'organisation. Et même s'il y a une personne qui part et qui va désorganiser l'entreprise survivra toujours à un départ. On entend des gens qui disent ça va faire raz-de-marée quand je vais partir, machin, et au final l'entreprise s'en sort. Et c'est indispensable, et ça c'est le job qu'on fait nous en tant que RH, de designer l'organisation à l'avance, de savoir ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on veut demain, qui est en charge de quoi, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quelle est la structure de l'organisation, est-ce qu'on veut une structure très descendante avec 10 levels hiérarchiques, est-ce qu'on n'en veut que 3? Tout ça c'est un travail qui se fait plus porte fermée que porte ouverte, plus avec un cadre restreint de personnes. Et une fois qu'on a designé l'organisation, on va trouver les bonnes personnes et faire évoluer les personnes au sein de cette organisation. Il y a une phrase qu'on dit souvent très bateau, c'est on ne fait pas une organisation pour des personnes, mais pour des postes, et après on met les personnes sur les postes. Alors dans les faits, on va toujours un peu twerker l'organisation pour que les personnes rentrent dans les postes, sinon ça ne marcherait pas, mais tu as 100 fois raison, il faut penser à l'organisation et ne pas mettre de côté l'organisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Non? Un dernier conseil peut-être pour les candidats qui sont là et qui se poseraient la question de leur plan de carrière en start-up? Non? C'est une vaste question. Je pense, alors c'est mon avis hyper personnel pour le coup. Je pense que tout n'est pas forcément défini initialement sur un premier poste, une première recherche, etc. Le conseil que je donnerais, c'est que ça va bouger, vous allez bouger en termes de pensée et que juste essayez, ou en tout cas le jour où vous êtes dans la bonne boîte avec des bonnes relations en termes de confiance et de transparence, tout peut être dit, tout peut être possible et il faut juste oser se faire de l'introspection parfois et trouver sa place au bon endroit, quoi. On peut dire aussi que dans la vie professionnelle, on choisit 10 à 20 entreprises en moyenne. Si on reste, 2-4 ans par entreprise, ça fait 10 à 20 choix dans sa carrière professionnelle. On peut ajouter le fait qu'on monte une fois sa boîte, qu'on est freelance. Donc 10 à 20, c'est quand même assez impactant. N'hésitez pas à passer du temps à réfléchir, à choisir, tiens, je veux telle entreprise, je veux faire ça. La prise de référence, c'est dans les deux sens. On prend des références sur les candidats, mais les candidats prennent des références sur les employeurs. Et
de pas subir, mais de choisir. On est dans une situation un peu de gosse de riche, marché de l'emploi très tendu, CSP+, guerre des talents. Je dis pas ça à tout le monde, et sur des populations plus ouvrières, c'est plus complexe, mais dans notre population, on peut se dire il vaut mieux attendre 2-3 mois plutôt que de se précipiter sur un job, premièrement. Deuxièmement, il faut choisir, mais c'est plus intéressant de choisir un projet plutôt qu'un manager ou une rémunération. Le manager, la rémunération change, le projet, lui, il ne change pas. Alors, pivot et tout ça, mais dans la grande majorité, ça change pas. Et dernièrement, ce qu'on a dit, une carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut avoir la version longue et la vue longue plutôt que de se dire, tiens, je vais aller dans telle boîte pour 3 mois ou 6 mois. On peut le faire une fois ou deux, mais on ne le fait pas toute sa carrière. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, c'est ainsi que nous finissons cette première édition de Career Match. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Tiens, je ne sais pas si c'est un...